Voilà, monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder le retour de votre émission de la mi-journée sur les antennes de Télé Africa, le Métronome. Une émission dans laquelle nous abordons des sujets qui font l'actualité au Gabon, mais également sur le plan international. Et au Gabon, l'actualité reste dominée par ces réformes politiques économiques initiées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement. Le président de la République du Gabon depuis le début de la semaine qui reçoit énormément au palais présidentiel, notamment des hommes d'affaires chinois, africains aussi prêts à accompagner le Gabon dans son processus de développement. Dans cette émission, on va également mettre et surtout le marqueur sur un sujet qui continue à faire l'actualité dans notre pays. Rappelez-vous, c'était le 19 mai dernier, la Cour internationale de justice rendait donc son arrêt au sujet du différend qui oppose depuis plusieurs décennies maintenant le Gabon à la République de Guinée équatoriale. Un arrêt qui reconnaît la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Konga et Corisco, mais un arrêt qui s'appuie sur le traité de 1900 signé entre le Gabon, entre la France et l'Espagne, lequel traité reconnaît également une délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale dans lesquelles les villes de Mongomo et de Bibiyin sont donc sur le territoire gabonais. Rappelez-vous également, il y a quelques jours, le Parlement, du moins l'une des chambres du Parlement, le Sénat, a donc interpellé les ministres des Affaires étrangères du Gabon, Régis Onanga Ndiaye, et le ministre de l'Intérieur, Herman Imungo, qui ont donc fait une communication exhaustive sur cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice et les avocats du Gabon, ou ceux qui ont porté justement la partie gabonaise devant les instances de la Cour internationale de justice, Marie-Madeleine Boranzo, mais également l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, ont été également reçus au palais présidentiel en présence du chef de l'État gabonais, du gouvernement, des institutions de la République, mais également de la société civile, afin de faire un point, là aussi non exhaustif, sur cette forte actualité. Alors, la suite, évidemment, le Gabon disposait à négocier avec la Guinée équatoriale pour la suite du traitement de cette question, puisque sur un plan plus pratique, cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice oblige finalement les deux pays à pouvoir s'asseoir à nouveau autour de la table afin de traiter dans le menu détail la traduction en acte de cet arrêt et de ses conséquences. Dans cette émission qui mettra 52 minutes, on va revenir sur les aspects historiques de ces liens qui unissent le Gabon à la Guinée équatoriale, sur cet arrêt, ces traités de 1900, mais également revenir sur l'évolution, la marche du monde. Est-ce que ces frontières qui sont nées de la conférence de Berlin qui avait été organisée sous les auspices de Bismarck entre 1884 et 1885, vont-elles ces frontières résister à l'évolution de la marche du monde sur le plan démographique, sur le plan politique, sur le plan économique? Ces frontières vont-elles laisser l'Afrique dans cette configuration, ou va-t-on peut-être vers une réconfiguration des espaces territoriaux économiques sur le continent africain, même au-delà de l'Afrique, dans le monde? Pour faire un point sur cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Le Métronome un invité. Il s'appelle Préba Ngomo, il est conseiller du président de la République, apprenti sage et néo-panafricaniste. Monsieur Ngomo, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité pour débattre d'un sujet si important et en même temps si épineux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous mettions le marqueur sur d'autres aspects en lien avec cette actualité, en rapport avec l'arrêt rendu par la CIJ le 19 mai dernier. Alors cet arrêt nous dit clairement
que les questions de droit à la lumière du traité signé entre l'Espagne et la France en 1900 reconnaissent donc la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îles Banié, Conga et Corisco, mais reconnaît qu'il y a plus de 427 km² du territoire gabonais qui sont aujourd'hui du côté de la Guinée équatoriale, mais qui doivent revenir au Gabon. Donc la question liée à la délimitation, aux frontières donc signées ou tracées par les anciennes puissances colonisatrices ou impérialistes, la France et l'Espagne. J'ai envie que l'on revienne donc, qu'on regarde dans le rétroviseur l'histoire justement de la création de ces frontières parfois jugées superficielles sur le continent africain au regard de ce que ça représente en termes d'occupation sur le terrain, des aspects liés à l'anthropologie, à la sociologie, aux aspects ethno-linguistiques, culturels également. Alors la conférence de Berlin, vous estimez que pour avoir une idée précise, pour mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en rapport avec ce différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale par rapport à la délimitation des frontières, il serait bon de repartir, de revoir nos copies, de jeter à nouveau un regard approfondi sur la conférence de Berlin. Pourquoi? En fait, avant de répondre à votre question, qui est très pertinente, et je vais m'y employer, je voudrais vous dire un peu dans quel esprit j'aborde cette émission. Vous l'avez dit, depuis le 19 mai 2025, depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice, nous avons eu des réactions de part et d'autre, au Gabon et en Guinée équatoriale. Et je dois dire que la plupart de ces réactions sont mouillées d'un nationalisme que je juge un peu étroit ou d'un orgueil national à fleur de peau. Beaucoup de ressentis, beaucoup de subjectivité, alors que la question est si importante qu'elle exige de nous une position flegmatique, c'est-à-dire une froideur d'esprit, et approcher avec un recul historique, c'est ce qu'on va essayer de faire, et une distanciation critique, la problématique qui se pose à nous. Je vais donc essayer d'être le plus rationnel, objectif possible, en apportant des éléments qui sont des faits historiques. Et j'espère que je vais pouvoir être utile aussi bien aux Gabonais qui nous suivent, mais aussi aux Équato-Guinéens, dans la résolution d'un conflit qui, de mon point de vue, n'est pas encore achevé. Alors, vous parliez de la conférence de Berlin. Et là, je rentre dans le vif de votre question, qui s'est tenue, je crois, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, c'est-à-dire au XIXe siècle. Avant cette conférence, M. Ange Snella Pombo, il faut d'abord rappeler le traité du Pardo, qui a été signé entre la France, entre l'Espagne et le Portugal. Et nous sommes là au XVIIIe siècle. Il y a eu un conflit frontalier entre ces deux puissances maritimes en Amérique du Sud. Et pour régler donc ce conflit, eh bien, l'Espagne a cédé au Portugal la colonie de Sacramento, au sud du Brésil, et le Portugal, lui, a cédé à l'Espagne 800 000 km² de territoire en Afrique. Un territoire qui part de l'embouchure du Cap Santa Clara jusqu'au delta de l'Ogooué et qui prend également le Bangui-Chari. Vous voyez, c'est un territoire énorme. Et le Portugal donnait à l'Espagne la possibilité de naviguer sur le Niger et sur l'Ogooué. Voilà comment commence l'affaire. Nous sommes là au XVIIIe siècle. Comment commence la pénétration de l'Espagne, de la puissance maritime espagnole au niveau de l'Afrique centrale? Bien. Et nous sommes là en pleine traite négrière pratiquée par ces puissances que sont le Portugal et l'Espagne. Ensuite, la France et la Grande-Bretagne ne vont pas en rester là. Et dès l'instant où l'esclavage a été aboli, les Européens se sont précipités maintenant à exploiter et à conquérir les terres africaines.
la France, dès 1830, va commencer à avoir des visées expansionnistes sur le territoire espagnol africain. Ça va créer beaucoup d'incidents diplomatiques et ce ne sera pas le seul cas où les puissances vont s'affronter en Afrique. Il y a encore des cas que l'on notera dans l'Afrique de l'Ouest, entre la France et la Grande-Bretagne. Et comme vous l'avez dit, pour éviter que l'Europe conquérante s'étripe en Afrique, le chancelier Otto von Bismarck d'Allemagne va convoquer cette fameuse conférence de Berlin, où avait été invité non seulement l'Allemagne, mais également le Danemark, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Empire ottoman, la Suède, Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie. Tous ces différents pays européens et asiatiques ont participé à cette conférence dont les 3 objectifs étaient les suivants. Premièrement, il fallait réguler le partage de l'Afrique, pouvoir assurer les droits de possession à ceux qui ont pris justement la terre africaine et ont déclaré que c'était la leur, soit par le fait qu'on arrivait le premier, soit par la vente. Ensuite, il fallait assurer le libre échange des matières premières qui seraient donc exploitées par la navigation des fleuves africains et surtout la sortie de ces matières premières au niveau des côtes. Et enfin, troisième objectif, il fallait surtout pas que les Occidentaux se fassent des guerres qui persistent dans leurs conflits. Il fallait préserver les intérêts des Occidentaux. Voilà les 3 objectifs que Otto von Bismarck avait présentés et avait réussi finalement à atteindre au cours de cette conférence. Le problème, c'est que lorsque cette conférence de Berlin est organisée sous le regard de Bismarck, le chancelier allemand, avec la présence de tous ces pays dont vous avez fait mention, cette conférence se déroule sans qu'il y ait une présence des Africains eux-mêmes vivant sur le continent africain. Ces frontières qui sont tracées, marquées sur du papier, vont donc malheureusement diviser plus qu'autre chose, puisqu'on va se retrouver avec des communautés entières qui vivront après la ligne de démarcation au-delà de ces différentes frontières et les problèmes qui vont par la suite arriver. Vous faites bien de le dire. La conférence de Berlin s'est faite en Europe par les Européens, mais contre et sans les Africains. Car pour les Européens, il n'était pas question de tenir compte des intérêts des populations africaines. Il était question de tenir compte de l'Afrique, du continent africain et de ses richesses. Et donc des peuples entiers ont été disloqués, ont été balkanisés. Et aujourd'hui, justement, nous vivons cette balkanisation. Nous ne sommes pas sortis en réalité du paradigme berlinois, voyez-vous. Mais pour revenir au conflit entre la France et l'Espagne, malgré la conférence de Berlin, cette question n'est pas réglée. Puisqu'il faut attendre 1900. Et pourquoi 1900? Et parce que l'Espagne va perdre la guerre qu'elle va mener avec les États-Unis, qui sont allés soutenir les indépendantistes cubains, qui voulaient leur indépendance face à l'empire colonial espagnol. Et cette guerre, qui sera caractérisée comme le désastre de 1898 en Espagne, va faire en sorte que la couronne d'Espagne perd pratiquement toutes ses colonies. Pratiquement toutes ses colonies. Et c'est le moment que choisit la France pour négocier. Et le traité se fait justement à Paris, avec une Espagne qui affaiblit et une France qui monte en puissance. Nous sommes là en 1900. La guerre a été perdue par l'Espagne en 1898. C'est donc en position de faiblesse qu'elle vient donc négocier à Paris. Et qu'est-ce qu'elle obtient? Elle obtient, en réalité, la souveraineté sur les îles de la baie Corisco. Donc, l'île Bagné, l'île Conga, l'île Cocotier, mais aussi les îles Elobé Chico et Elobé Grande. Voilà ce que l'Espagne obtient. Mais au niveau continental, je vous ai dit, les 800 000 km² qu'elle avait, elle les a perdus. Elle va se contenter d'environ 25 000 km²
de la superficie de la Guinée équatoriale et, je ne sais pas, peut-être une trentaine, 32 000 km² pour ce qui est du Sahara occidental. Parce que vous savez, l'Espagne avait également, justement avec la France, un conflit en Afrique de l'Ouest et qui a été tranché dans le cadre de ce traité signé le 27 juin 1900. Bien. Alors, maintenant que ces puissances se sont accordées, il faut relever que le facteur humain n'a pas été pris en considération. Ça, vous avez bien fait de le souligner. Le facteur humain, les populations africaines n'ont pas été prises en considération. Et c'est un élément important qui va ressurgir plus tard, dans, je pense, le développement de cette émission. Nous arrivons donc ensuite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où nous sommes encore des colonies, mais nous nous sommes battus pour vaincre le Troisième Reich allemand d'Hitler. Et malgré les promesses faites par les Alliés, la France, comme la Grande-Bretagne, ne sont pas disposés, et même l'Espagne et le Portugal, à libérer les Africains. Nous entrons donc dans les guerres d'indépendance. Et finalement, le Gabon obtient son indépendance en 1960 et la Guinée équatoriale 8 ans plus tard, en 1968. Il y a donc normalement une transmission des archives de la France au Gabon s'agissant des textes qui concernent l'ancienne colonie française. En d'autres termes, le Gabon doit avoir ou aurait dû avoir la version française du traité du 27 juin 1900. Question, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que cette version a été remise par la France au Gabon? C'est une bonne question. Est-ce que cette version justement dont vous faites allusion n'est pas la même, n'est pas celle-là dont dispose la Guinée équatoriale, mais en version espagnole, on va dire? Justement, oui. Si la Guinée a pu exhiber la version espagnole, alors qu'elle n'était pas présente lorsque cette version a été signée, le 17 juin 1900, ça veut dire que l'Espagne a effectivement transmis à la Guinée équatoriale ce texte qui est important. On aurait dû avoir la version française de la part de la France. La question que je pose, c'est est-ce que cette version a été remise au Gabon? Est-ce que ce dernier l'a égarée? Ou est-ce que cette version n'a jamais été remise? Bon, mais toujours est-il que, traduite en acte, cette version, qu'elle soit en espagnol ou en français, reconnaît la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Corisca et Congo. Corisco et Conga. Oui, tout à fait. Et en même temps, elle dit, ce traité 1900, que le tracé rectiligne avec la Guinée équatoriale est tracé au cordeau. Le tracé rectiligne, d'accord, de la Guinée équatoriale n'a pas pris en compte les courbes sinueuses du cours d'eau Nkié, long duquel les populations, on va dire, Ekans, se sont installées. Tant et si bien qu'aujourd'hui, eh bien, Mongomo semble appartenir, pour ne pas dire appartient au Gabon, de même que la ville des Bébéis. Alors, nous avons notre État, le Gabon, qui a ferraillé avec l'État frère de Guinée équatoriale pour s'approprier l'un et l'autre les îles de la baie Corisco, notamment Mbagné, parce que cette zone regorge de richesses pétrolières et gazières. En réalité, c'est une guerre, on va dire, fratricide à cause des richesses de cette zone. Voilà l'enjeu en réalité. Si la zone n'avait pas de richesse, on ne se battrait pas. Mais comme elle est riche en pétrole et en gaz, eh bien, chacune des parties, le Gabon, la Guinée équatoriale, souhaite avoir l'exclusivité. Et malgré les médiations qui ont commencé depuis 1974, le Gabon et la Guinée équatoriale n'ont pas pu s'accorder. Je ne vais pas revenir sur l'historique que le secrétaire général de la présidence, l'ancien secrétaire général de la présidence, a eu clairement le soin de présenter. Dès 1972, il y a eu des discussions sur la souveraineté des îles de la baie de Corisco, notamment Mbagné.
En 1974, il y a eu effectivement un traité, le traité de Bata, signé entre le président Omar Bongo et Mathias Nguema, qui à l'époque était le maître de Malabo. En 1974, quand la Guinée équatoriale signe ce traité, elle est en position de faiblesse, un peu comme l'Espagne en 1900. Le Gabon est le tout-puissant émirat pétrolier découvert en 1973 avec le boom. Et la Guinée équatoriale, on va le dire, mange dans la mer du Gabon. Donc c'est finalement un traité qui a été à l'avantage du Gabon. Et puis, il va y avoir une remise en cause de ce traité par le successeur de Mathias Nguema, Obiangema Mbaza, qui, son pays devenu un émirat pétrolier, estime qu'il a des éléments juridiques qui attestent que les îles de la baie de Corisco, notamment Banié, sont de souveraineté équato-guinéenne. Et donc, il va présenter ce dossier à la CIJ après l'échec des négociations tel que relaté par le secrétaire général de la présidence, Irosa Zangarino. Donc, nous arrivons à un conflit tranché par une structure d'obédience occidentale, il faut le dire, qui pratique le droit international, mais un droit qui se fait dans le paradigme berlinois. Mais surtout, je peux préciser également que la Cour internationale de justice s'est appuyée évidemment sur les éléments de droit et en ce qui concerne la chose jugée, elle s'est, selon ses prérogatives bornées, à juger de l'authenticité des documents présentés en termes de légalité. Elle n'a pas fait un rendu ou elle n'a pas jugé l'affaire en rapport avec les frontières, mais plutôt sur l'authenticité des documents dont disposait le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est effectivement ce qu'elle a fait. Elle s'est contentée de dire, vous avez un conflit. La Guinée équatoriale présente un texte très ancien, texte qui atteste que l'île Banien et les autres îles de la baie Corisco sont de souveraineté espagnole et donc finalement équato-guinéenne. Alors, on conclut que ces îles appartiennent à la Guinée. C'est ainsi qu'elle a procédé. Bien, elle a regardé simplement l'authenticité des textes anciens. Et comme le Gabon n'a pas pu produire sa version française, sur laquelle il n'a pas pu travailler, et comme il n'a pas pu également produire la version originale du traité de Bata, dont on ne sait même pas s'il a été ratifié par le Parlement, 1974, s'il a été ratifié par le Parlement monopartiste de l'époque, vous comprenez que la partie gabonaise est partie à cette affaire, à ce procès, avec peu d'atouts de son côté, puisqu'il manquait quand même les textes fondamentaux. Il y a maintenant ce verdict, cet arrêté. Qu'est-ce qu'il faut en faire et comment le qualifier? Alors j'aimerais maintenant vous donner ma position personnelle, puisque j'ai pris le soin d'abord de relater le contexte historique et les différents faits marquants. Justement, on est curieux, notamment les téléspectateurs et les internautes, d'avoir votre regard sur le traitement, la suite du traitement de cette question, puisque j'ai rappelé dans l'introduction de l'émission que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur ont été interpellés après l'arrêt rendu par la CIJ par le Sénat. On a rappelé que Mme Marie-Madeleine Bourlanso et Guiro Satangarigno ont fait un exposé au palais de la présidence de la République, devant le président, devant le gouvernement, devant les forces vives de la nation également. Finalement, le Gabon serait disposé à ce qu'il y ait des négociations, mais on négocie sur quoi exactement? Alors, vous me permettrez donc de m'entourer de cette précaution oratoire en disant que je ne parle pas là mandaté par le chef de l'État dont je suis néanmoins le conseiller. Je parle en tant qu'observateur avisé, homme politique engagé, apprentissage et néo-panafricaniste. Et je donne là un point de vue personnel qui n'engage que moi. Cet arrêt de la Cour internationale de justice, de mon point de vue, est 1. Anachronique, 2. Inadapté et 3. Inefficace. Je vous dis pourquoi. Cet arrêt est d'abord anachronique. Parce que
je considère qu'on ne peut pas régler un problème qui se pose en 2005 en s'appuyant sur un texte de 1900 et oublier qu'il y a eu 125 ans de développement historique qui sont produits. Ce sont les éléments placés sur la table des juges de la Cour internationale de justice qui ont mené la Cour à pouvoir se prononcer sur la base des éléments contenus dans les dossiers présentés par les deux parties. Tout à fait. Cela n'enlève pas à la démarche un caractère anachronique, car on prend une solution de 1900 qui concernait deux puissances coloniales pour régler un problème qui concerne maintenant deux États africains qui sont censés être indépendants. On aurait pu faire preuve de plus d'imagination. C'est mon point de vue. Le deuxième aspect de cet arrêté, c'est qu'il est inadapté. Pourquoi? Parce que quand, en 1900, la France et l'Espagne s'assoient pour signer ce traité, elles ne font pas montre ni de considération du facteur humain. Il s'agit aussi des hommes qui vivent sur cette terre. Et ce qui leur importe, ce sont les territoires africains et les richesses dont ces territoires regorgent. Mais ces territoires sont habités par des peuples. Mais en aucune façon, en aucune manière, le traité a tenu compte du facteur humain des populations africaines, puisque vous l'avez dit, ce traité les a divisés, les a disloqués, les a balkanisés. Et aujourd'hui, si nous voulons régler justement cette question, nous devons tenir compte de ce paramètre. Que les Occidentaux n'en fassent pas cas, on peut comprendre. Alors, mais comment amener justement la Cour internationale de justice à pouvoir se prononcer sur les éléments pertinents que vous êtes en train de mettre en relief, Préba Ngomo, qui, eux, nous obligent à aller sur le terrain de l'anthropologie, de la sociologie culturelle. Comment on fait justement? Est-ce que la CIJ est compétente pour pouvoir trancher ce genre de questions? Elle a déjà tranché. Elle ne tranchera plus une deuxième fois. La chose est jugée et la décision est irrévocable. Maintenant, nous pouvons qualifier, analyser cette décision. Et je suis en train de le faire. Je viens déjà de relever deux gros défauts de cette décision. Le côté anachronique et l'inadaptation de cet arrêt. Et maintenant, je finis avec le côté inefficace. Inefficace parce que, justement, ce sont les humains, ce facteur négligé par le traité 1900, qui doivent maintenant appliquer cet arrêt. Ce sont les humains. Or, arrêtons-nous un instant. Dans ce traité, nous avons deux aspects fondamentaux. Il y a la frontière continentale. Aujourd'hui, le nord du Gabon et la Guinée équatoriale, frontière rectiligne. Et il y a la souveraineté des îles de la baie de Corisco, notamment l'île Bagné, qui désormais appartient à la Guinée équatoriale. Arrêtons-nous sur le facteur humain. Au niveau de l'île Bagné, il y a très peu de Gabonais qui y vivent. Je crois qu'il y a une garnison de gendarmes ou de policiers, je ne sais pas. Gendarmes, je crois. De gendarmes, voilà. Et donc, il sera très facile pour la Guinée de prendre possession, voyez-vous, des îles Bagné, Konga et Cocotier. On demanderait simplement aux Gabonais de rentrer chez eux et ils seraient remplacés par des soldats équato-guinéens, n'est-ce pas? Le facteur humain ici est réglé facilement. Maintenant, interrogeons-nous sur le facteur humain au niveau continental, au niveau des villes des Bébéines et puis de Mongomo. Plus de 400 km². Qu'il faut maintenant gérer. Il faudra donc que la souveraineté gabonaise s'exprime aussi sur ces régions-là, ces 427 km², notamment les alentours de Mongomo, et Mongomo elle-même, et les alentours de Bébéine, et Bébéine elle-même aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de faire une application à géométrie variable de cet arrêt de la CIG? Impossible. On doit appliquer l'arrêt de manière intégrale. Intégrale. Et donc, j'ai montré comment ce qu'on applique au niveau des îles, de la baie de Corisco, surtout Mbagné. Maintenant, je vous montre comment on devrait l'appliquer au niveau continental. On viendrait hisser le drapeau gabonais dans la ville de Mongomo et puis des Bébéines. On devrait faire le recensement des populations de ces deux villes et les alentours. Et on arriverait
à des conclusions qui sont assez cocasses, si je puis me permettre. Prenons la ville de Bébéine. Vous avez une personnalité de haut rang. Son Excellence Balthazar Ngonga Edzor, que je connais et que je salue respectueusement, qui aujourd'hui occupe la prestigieuse fonction de président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, pour le titre de la Guinée équatoriale. S'il s'avère que, étant ressortissant des Bébéines, il est gabonais parce que sa mère est Sandone, non, son père est Sandone, comme le député, l'ancien ministre René de Mezor, et sa mère est Sangui, comme Pasteur Ngwenem. Donc vous voyez, c'est vraiment les mêmes familles, hein? Mais s'il s'avère qu'il est gabonais, comme les deux que je viens de citer, alors en réalité, il doit démissionner. Ben, alors, je vous arrête un instant, permettez-moi. Est-ce que si on procède à une forme de retour mécanique, justement, de ces 400 et quelques kilomètres qui aujourd'hui sont sous la souveraineté de la Guinée équatoriale, ils retournent sur le territoire gabonais, est-ce que ça veut dire également que ces populations de la Guinée équatoriale qui vivent sur ces territoires qui devraient revenir au Gabon seraient automatiquement gabonais, parce que ces territoires seraient revenus du côté gabonais, sur le plan administratif? Mécaniquement, ce serait ça. Mécaniquement, ce serait ça. Sauf si maintenant, ces populations-là décident de quitter leur terre natale pour aller habiter ailleurs, afin de ne pas être gabonaises. Mais je ne pense pas. Je pense en réalité que ce qui va s'imposer, c'est que si la ville de Bébéine devient une ville gabonaise, les habitants de Bébéine et les alentours deviennent gabonais. Mais la question est très complexe parce qu'il y a les aspects liés évidemment à l'établissement des actes d'état civil, il y a les aspects politiques et les aspects économiques. Tout à fait. Aussi. Oui. Et c'est une question qui est très complexe, comment on la règle de façon pratique. Ce sont des questions qui sont très complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale, qui fait preuve depuis l'arrêt de la CIJ le 19 mai dernier, qui fait preuve d'un optimisme béat, on peut le concéder, évidemment, le comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les autorités guinéennes sont prêtes à appliquer intégralement ce rendu de la CIJ? Mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont guère le choix, puisque je viens de vous dire que la décision est irrévocable et il faudra l'appliquer dans son entièreté, de manière totalement intégrale. C'est cela peut-être le piège qui n'est pas vu. On parle de victoire à la Pyrrhus, évidemment, qui fait plus de tort que de bien. Je voulais finir sur, si vous me permettez, allez-y, pour montrer le caractère cocasse de cette situation. Donc, son Excellence Ngonga Edzor Balthazar doit démissionner. Et il faut donc que le président de la Guinée équatoriale désigne pour le remplacer un Équato-Guinéen qui n'appartiendrait ni à la ville de Mongomo, ni à celle de Bébéine, qui désormais sont des villes gabonaises. Mais qui sera alors ce président équato-guinéen qui nommerait le prochain président de la commission de la CEAC? Obiangema Bazor, son Excellence Obiangema Bazor Théodoro, tombe sur le même coup, puisqu'il appartient, il est ressortissant de la ville de Mongomo, lui aussi. Et donc, il est gabonais, en réalité. Il est gabonais. Et s'il est gabonais, on comprendrait difficilement qu'un Gabonais soit à la tête de la Guinée équatoriale. Ce qu'il devrait faire, en appliquant l'arrêt de la Cour internationale de justice sur la base du traité de 1900, ce qu'il devrait faire, c'est démissionner de sa fonction de président d'un pays qui n'est plus le sien et venir dans son pays, le Gabon, où il aura le statut d'ancien chef d'État. C'est ce que, logiquement, cet arrêt impose au facteur humain qui n'a pas été pris en considération en 1900. Mais quand on le prend maintenant en compte, là, en 2025, voilà ses conclusions et ses conséquences qui sont, comme vous le constatez, très cocasses. Et puis, pour la petite boutade, je voudrais m'arrêter un seul instant sur le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodorino Nguema Obiang, qui est vice-président et qui, je le pense, souhaite peut-être devenir président comme son père. Je suis Baudor. Mais ce dernier, devenu également gabonais, comme son paternel, ne peut plus
ambitionner le poste de président de la Guinée équatoriale, s'il a les mêmes ambitions, mais il faudra venir au Gabon, en tant que Gabonais, être sur la liste électorale et peut-être se préparer pour 2032. Alors ça veut dire, quand on suit votre raisonnement, que cette situation est plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer, ça oblige les deux parties à s'asseoir à nouveau autour de la table afin de pouvoir imaginer des solutions de sortie de... Enfin, il n'y a pas de crise, mais imaginer des solutions qui puissent satisfaire les deux parties, c'est bien ça? Oui, nous serons obligés de revenir sous l'arbre à palabre. Mais il ne faut plus qu'on prenne des voies qui sont sans issue. Je vais nous faire la démonstration que le facteur humain rend inapplicable l'arrêt du 19 mai 2025. Car j'imagine mal Teodorino renoncer à son ambition présidentielle en Guinée équatoriale. J'imagine mal le président Théodore Obiangema Mbazo démissionner et venir au Gabon comme ancien chef d'État. Et j'imagine mal Balthazar Ngonga Ezo démissionner de sa fonction prestigieuse de président de la commission de la CEAC. Donc, voyez-vous, rien que sur ces différents éléments-là, le facteur humain, car ce sont ces individus qui sont aujourd'hui les personnes les plus puissantes de Guinée équatoriale. Si elles ne peuvent pas appliquer l'arrêté sur la partie continentale, il leur sera difficile d'imposer aux Gabonais d'appliquer l'arrêté sur la partie de la baie de Corisco. Voyez-vous, voilà le problème de fond. Et c'est normal parce que, tout simplement, le facteur humain n'était pas pris en considération en 1900. Alors, comment devrait-on prendre en compte ce facteur humain aujourd'hui? Il y a certaines voix qui se sont levées pour remettre en cause la composition de la partie gabonaise qui a défendu le dossier au niveau de la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, on estime qu'il faut y introduire les forces vives de la nation, qu'on y retrouve tous les, enfin peut-être pas tous les différents corps de métier, mais qu'on en retrouve des sages, qu'on en retrouve la société civile, des anthropologues, des sociologues par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue? Je ne le partage pas, parce que j'approche la question de manière mathématique, si vous me permettez. Quand on était en classe de seconde, première, terminale, et qu'on nous apprenait à résoudre les équations du second degré, l'équation, en fait, en mathématiques, mais dans la vie réelle, c'est une problématique. C'est un problème qui se pose à vous. Il faut trouver des solutions. Et l'équation était justement un problème qu'il nous fallait résoudre selon une méthodologie que nous enseignent les mathématiques. Une équation du second degré, ax carré plus bx plus c égale à 0, vous devez donc la résoudre, c'est-à-dire trouver des solutions. Dans le cheminement de résolution, à un moment donné, vous arrivez au calcul du discriminant. Vous voyez, discriminant, il faut discriminer. Il faut essayer de savoir si l'équation, justement sur laquelle nous travaillons, a des solutions, ou n'en a pas, ou a une solution unique. Je peux vous dire que lorsqu'on calcule delta, c'est-à-dire b-4c, de l'équation que nous soumet l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a été fait le 19 mai 2025, lorsque l'on regarde cette équation-là, quand on calcule discriminant, ce discriminant est négatif. Aucune porte de sortie. Il n'y a aucune solution. Donc on pourrait aller chercher tout type d'expertise. Tant concernant ce paradigme berlinois, avec ces lois, d'accord, qui nous viendraient de cette réalité occidentale qui a partagé donc l'Afrique, qui rend ses frontières intangibles, nous ne trouverons pas de solution. Ça veut dire que le Gabon et la Guinée équatoriale doivent faire appel aux aspects anthropologiques, sociologiques, historiques, culturels pour régler le problème? Il faut sortir du paradigme berlinois. Comment? Comment sortons-nous? Eh bien, premièrement, nous changeons, là je parle en mathématicien, nous changeons de domaine de définition. Nous changeons d'ensemble. Nous changeons de paradigme. Et nous introduisons des paramètres. Vous en avez cité quelques-uns, le paramètre anthropologique, le paramètre sociologique et le paramètre le futur. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Et si vous apportez ces nouveaux éléments qui n'existent pas pour l'instant, mais si vous apportez sur la table, alors, en calculant à nouveau le discriminant, eh bien, nous,
les panafricanistes, nous pouvons trouver une valeur nulle au discriminant, c'est-à-dire qu'il y a une solution unique. Quelle est cette solution? C'est la création d'une confédération des États du Gabon et de la Guinée équatoriale. Imaginez un seul instant que nous créons cette confédération dont nous allons définir les contours et les prérogatives. Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que le Gabon et la Guinée équatoriale vont désormais mutualiser leurs ressources humaines au lieu de les affronter. Vont devoir mutualiser, d'accord, leurs richesses au lieu de vouloir se les disputer. Nous changeons de paradigme. Nous étions avant dans un affrontement. Nous sommes désormais dans une logique où nous unifions les peuples et où nous fédérons les États. Privan Ngomou, vous êtes en train de vous projeter, évidemment que cette projection est d'actualité au regard de ces différends qui opposent le Gabon et la Guinée équatoriale. Vous aviez parlé de la conférence de Berlin de 1884 et 1885 qui a donc tracé ces lignes de démarcation, ces frontières jugées aujourd'hui fragiles. Quand on met la loupe sur la map monde et qu'on la réduit au niveau du continent africain, on voit bien qu'il y a de part et d'autre des régions, des principales régions africaines, du nord, de l'ouest, de l'Est, du centre, du Sud, des situations complexes par rapport aux frontières. Là, on est en train de parler du Gabon, la Guinée équatoriale. C'est valable pour le Burundi et le Rwanda. C'est valable pour le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. C'est valable au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour ce qui est du Bénin, du Togo, du Nigeria, par exemple. C'est valable aussi au niveau de l'Afrique du Sud, entre le Lesotho, l'Afrique du Sud et même la Namibie. Alors, ces frontières sont superficielles, elles n'existent quasiment pas au regard de nos réalités africaines et de nos communautés, évidemment. Est-ce que ça veut dire que l'avenir pour l'Afrique, la solution pour l'Afrique, ce serait les grands ensembles? Mais c'est cela la question de fond. Les Africains souhaitent-ils être héritiers d'une logique qui a été faite contre eux, contre leurs intérêts, contre leur continent en les divisant, ou bien veulent-ils être les initiateurs ou les promoteurs d'une nouvelle logique? En d'autres termes, est-ce que nous restons dans le paradigme de la conférence de Berlin, que j'appelle le paradigme berlinois, un paradigme qui nous a divisés, un paradigme qui n'a pas tenu compte des intérêts des peuples africains, un paradigme qui a été surtout mis en place pour assurer la prédation de nos richesses? Est-ce que nous voulons poursuivre, d'accord, le maintien de ce paradigme contre nous? Cela me semble une position suicidaire. Voilà pourquoi, chaque fois que nous continuons à maintenir ce paradigme, nous allons de poursuite de guerre intestine en poursuite de guerre intestine. Justement. Et là, nous avons une guerre frontalière. Mais parce qu'il y a des questions, comme vous le savez, évidemment, de souveraineté. Il y a certains États qui sont fiers de garder leur souveraineté. Il y a évidemment aussi les réalités économiques, politiques, expansionnistes ou de puissance, de projection aussi sur le continent. Est-ce que tous ces différents paramètres-là ne plombent pas cet idéal? Si, il est vrai que certains Africains ont pris plaisir à se retrouver dans ces différents formats qui les divisent. C'est triste à constater, mais ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la tragédie de l'échec, en réalité. Nous échouons toujours dans ce nationalisme étroit, dans cet orgueil national qui finalement ne grandit pas l'Afrique depuis près de 65 ans maintenant. Il faut sortir du paradigme berlinois et embrasser le paradigme africain ou le paradigme kamite, qui lui doit être un paradigme fédérateur. Je vous disais que si le président de la Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiangema Mbazogo, et si le président de la République du Gabon, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, décide de s'asseoir autour du table pour dire, bon, nous allons sortir de l'ancien paradigme qui nous a divisés. Et nous allons entrer dans un nouveau paradigme qui va nous unir. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Elle est bonne. Est-ce qu'elle peut se faire maintenant? Oui, puisque la leçon nous est donnée par les pays de l'AES. C'est vrai, qui ont un contexte historique différent, qui connaissent des problèmes différents, mais qui ont trouvé la même solution, c'est-à-dire la solution de l'unité, de l'unification des forces et
de la fédération des États. Mais l'avantage, vous êtes en train de parler de l'AES au niveau de l'Afrique, on l'a dit, c'est la répartition géographique des peuples. On retrouve les Haoussa au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Niger par exemple. Au niveau de l'Afrique centrale, on retrouve bien les communautés Ekan au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, et je pense à Sao Tomé et Principe. On retrouve les Pounou au Gabon, au Congo, Brazzaville, en RDC aussi, et même au Rwanda, en Angola. Donc il y a l'avantage justement d'avoir le même substrat anthropologique, sociologique, ethno-linguistique. Tout à fait. Mais il y a aussi des aspects économiques. Est-ce que quand vous parlez justement de la mise en place de ces grands ensembles-là, est-ce la politique qui doit précéder ou les réalités économiques? Écoutez, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Car ici, entre le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est un problème d'ordre économique et financier qui nous amène à nous étriper en réalité. Bien. Donc, nous pouvons régler la question économique et financière. À l'AES, c'est un problème d'ordre sécuritaire, d'accord, militaire. Mais ils ont trouvé la solution de se mettre ensemble. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous mettrons pas ensemble pour régler là un problème économique et financier? Comment cela pourrait-il se faire? Imaginez un seul instant que ces deux chefs d'État décident de créer la Confédération des pays du Gabon et la Guinée équatoriale. On mettra en place une commission d'experts qui va s'attacher donc à définir le contour géographique, la superficie donc de ce nouvel État, qui est une confédération. 1. Donc nous unifions déjà les terres. Ensuite, 2. Nous regardons maintenant au niveau des populations. Mais nous unifions en fait des populations qui ont été séparées de manière artificielle, vous l'avez dit. Et c'est une bonne chose. 3. Nous regardons maintenant la question économique et financière. Mais qu'est-ce qui empêche le Gabon et la Guinée équatoriale, à travers l'État confédéré, de gérer en cogestion la manne pétrolière et gazière de la baie de Corisco? Qu'est-ce qui empêche? Car dans une logique berlinoise, c'est-à-dire d'affrontement, la Guinée pourrait très bien exploiter en onshore le pétrole et le gaz de l'île Banié, mais le Gabon pourrait exploiter en offshore, puisque l'île Banié est dans les eaux territoriales du Gabon. Le Gabon pourrait exploiter en offshore le pétrole et le gaz, d'accord, de cette baie de Corisco. Mais est-ce que cette approche-là que vous êtes en train de développer peut se heurter à d'autres réalités, notamment d'ordre géopolitique mondial? Le Gabon, ancienne colonie française, Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole. On sait que sur le plan de la géopolitique internationale, il y a une reconfiguration également à ce niveau-là, entre la perte de vitesse de certaines anciennes puissances colonisatrices, avec la montée en puissance des pays du BRICS par exemple, il y a la Chine, il y a la Russie aussi. Est-ce que les deux anciennes puissances colonisatrices verraient d'un bon oeil justement cette approche que vous êtes en train de développer voir le jour? Je vois très bien la pertinence de votre question, et vous faites un peu aussi référence à la réception que la Russie a eu à faire au président de la Guinée équatoriale, qui peut-être veut assurer ses arrières. Et on sait que le président du Gabon était récemment à Paris. Bon, nous avons le choix entre continuer à suivre les logiques des autres, qui finalement ne nous grandissent pas, au contraire, nous retardent et nous divisent, ou inventer nos propres logiques. Voyez-vous? Et ceux qui sont panafricains, ceux qui croient que l'Afrique a un génie, considèrent que nous avons la capacité intellectuelle, morale et politique d'initier une nouvelle dynamique à l'aube de ce millénaire. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président du Gabon et le président de la Guinée équatoriale de faire montre de souveraineté en disant voilà ce que nous estimons être bon pour notre peuple et voilà ce que nous proposons maintenant à nos partenaires. À nos partenaires, que ce soit la Russie pour la Guinée équatoriale ou la France pour le Gabon, en disant nous avons décidé ça en africain, sans vous les Européens, mais pour l'intérêt de nos peuples, le peuple gabonais et le peuple équato-guinéen, nous souhaitons que vous nous accompagniez. Et nous essaierons de voir dans l'État confédéré comment les intérêts
français et les intérêts russes peuvent être pris en considération dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Car il n'est plus question que le Gabon soit à chaque fois réduit à la partie congrue de ses richesses quand l'ancienne puissance coloniale se taille la part du lion. C'est une autre perspective, voyez-vous, c'est une autre façon de faire la politique que nous suggérons maintenant. Et nous savons que cela est possible. Quand on voit ce qui se passe dans les pays de l'AES, quand on voit des chefs d'État qui prennent des risques sur leur vie, mais qui souhaitent surtout que leur population soit les principales concernées dans la redistribution des richesses, je dis que ce souci que ces chefs d'État de l'AES ont, nous, ici au Gabon et en Guinée équatoriale, nous devons aussi l'avoir. Et si, pour satisfaire les populations gabonaises et équato-guinéennes, nous devons arrêter avec les affrontements du paradigme berlinois et nous unifier, nous fédérer dans le paradigme kamite ou africain, alors c'est peut-être des solutions qu'il faut mettre en œuvre. D'autant que si nous commençons, par exemple, à régler ce problème bannier grâce à l'État confédéré, et je pense qu'on peut le faire, puisque nous unissons nos forces, nous revenons à la parole africaine, nous commençons à comprendre que nous sommes un seul peuple et qu'il n'y a pas de raison que nous soyons divisés par la volonté occidentale. Alors, le chronogramme, la mise en place d'un État confédéré, selon vous, le chronogramme, vous pensez que ça peut se faire de façon pratique, technique, en 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, parce qu'il y a un ensemble d'éléments, évidemment, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir passer de la pensée à l'acte. Oui, c'est vrai. Alors, il y a 2 temps. Il y a celui de la vision stratégique, que je vais vous présenter maintenant, et puis il y a celui de la réalité qui peut se construire. Commençons par la vision stratégique. Au niveau du New Power, au niveau de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, dont je suis le président, nous avons conçu ce que nous avons appelé l'agenda panafricaniste 54-5-1. Nous sommes toujours en arithmétique, mathématique, sur 50 ans. Nous disons ceci. En 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, quand l'Afrique francophone se sera débarrassée de son boulet, qui est la France-Afrique, nous pouvons maintenant imaginer être véritablement souverains et planifier la fédération du continent africain de la manière suivante. De 2030 à 2055, pendant donc un quart de siècle, les 54 ou 55 États africains doivent devenir 5 États fédéraux régionaux adossés aux communautés économiques de nos différentes sous-régions. Donc, l'Union du Maghreb pourrait devenir, dans 25 ans, les États-Unis d'Afrique du Nord. La CEDEAO, à partir de l'AES, pourrait devenir les États-Unis d'Afrique occidentale. La CEAC, à partir de l'embryon Gabon, Guinée équatoriale, pourrait devenir les États-Unis d'Afrique centrale. Et on aurait les États-Unis d'Afrique orientale, au niveau donc, du Kenya, de l'Éthiopie, et les États-Unis d'Afrique australe. Cela est possible. C'est une vision. Nous en avons les moyens intellectuels, nous avons les moyens matériels. Ensuite, en 2055, pour terminer, l'Afrique pourrait maintenant présenter 5 États fédéraux régionaux. On aurait maintenant encore 25 autres années pour passer de 5 États à un seul État. Voyez-vous? Et on aura un État fédéral continental avec une capitale, avec une monnaie, avec une langue qui sert le Swahili et avec une arme nucléaire pour protéger notre pays. Préva Ngomo, on est arrivé au terme de cette émission. On n'a pas vu le temps passer puisque, évidemment, le sujet en lui-même est très intéressant et très pertinent. Vous êtes venu développer une autre approche par rapport à ces différends qui opposent la Guinée équatoriale au Gabon. Le sujet, évidemment, n'est pas conclu puisque l'affaire est toujours, on va dire, pendante. On aura l'occasion et tout le plaisir de vous retrouver à nouveau sur notre antenne pour que nous poursuivions le débat sur ces sujets très passionnants. Je rappelle que vous êtes conseiller du président, apprenti, sage et néo-panafricaniste, et ce sera avec un réel bonheur de vous retrouver prochainement sur les antennes de Télé Africa pour continuer à développer cette question. Merci beaucoup d'être passé sur notre antenne. Malheureusement, les bonnes choses, comme on dit, ne durent jamais. Donc voilà, ainsi se referme ce numéro de l'émission Le Métronome. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur Télé Africa. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.